Comme on discutait tout à l'heure, parce qu'elle ne fait pas spécialement partie du cursus de base universitaire de kinésithérapeute, et de par ce, elle reste quand même reconnue avec plus ou moins des malentendus. Donc, j'espère qu'au bout de cette journée, vous auriez une petite idée. J'ai choisi ce sujet, la rééducation vestibulaire, pour le sujet à lui, parce que quand même, c'est pas une rééducation très spécialisée, et elle a des retombées pratiques pour la kinésithérapie, pour un kinésithérapeute, même s'il n'est pas spécialement équipé. Donc, vous allez repartir avec, j'espère, des petites connaissances qui vont faire une petite différence demain dans la pratique de tous les jours. Bon, encore cette image, on revient toujours par là, parce que dans la rééducation vestibulaire, c'est sûr que dans la kinésithérapie, c'est important de savoir l'anatomie et la physiologie, mais dans la rééducation vestibulaire, les axes réflexes et les capteurs et la physiologie et l'anatomie sont très importants. Et la lecture des nystagmus, ces mouvements oculaires qui nous donnent les informations de la symétrie et de l'état du système vestibulaire, elle doit être avec des prérequis qui ne font pas partie, encore une fois, de notre connaissance de base. D'accord? Donc, un tout petit rappel du fonctionnement du système de l'équilibre. L'équilibre ne part pas des pieds pour aller vers la tête, pour tout ce qui est postural. L'équilibre, en fait, part par des informations de capteurs, essentiellement les capteurs proprioceptifs, mais pas que. Les capteurs très importants sont ceux de l'oreille interne. Donc, nous n'avons pas seulement la fonction de l'audition, mais nous avons aussi la fonction des capteurs de l'équilibre dans l'oreille interne. Et avec ça, nous avons les informations visuelles, comme on a fait avant vous le matin, et tout ce qui est cognitif, tout ce qui est perception et la formation pour le déplacement. Donc, toutes ces informations vont être intégrées comme une équation mathématique. Ce sont les données de cette équation, ils vont être traitées dans les noyaux vestibulaires. Et ces noyaux vestibulaires vont faire sortir un résultat qui est la posture via le réflexe vestibulo-spinal, qui est la stabilisation du regard via le réflexe vestibulo-oculaire, qui est une bonne perception de l'environnement, une bonne navigation via plusieurs systèmes plus complexes, notamment tout ce qui est cognitif avec le cortex, notamment le PIDC, le para-insulaire cortex qui est le cortex vestibulaire. Et nous savons tous que les affections de l'âge vont impliquer beaucoup d'altérations simultanées de tous ces capteurs. D'accord? Donc, les affections liées à l'âge vont impliquer souvent l'altération simultanée de plusieurs de ces capteurs. La vision, la presbytie, on sait tous qu'on a besoin de lunettes pour lire de près. Le crétalin va se réduire, on aura des cataractes, et l'audition elle va rétrécir, il y aurait du hypoacousie sur des fréquences particulières. C'est le processus de vieillissement naturel. Et aussi, les capteurs de l'équilibre de l'oreille vont aussi avoir leur propre processus de vieillissement. Donc, le capteur de l'équilibre lui-même va être affecté par l'âge. Non seulement ça, mais la propriété, la plasticité cérébrale, la propriété de compenser à toutes ces altérations va être aussi déclinée avec l'âge. Alors, on va juste effleurer cette notion, la presbytie vestibulaire. Donc, on a dit qu'il y a la presbytie pour la vision et il y a la presbytie vestibulaire, qui est une altération progressive de l'efficacité des réflexes, notamment vestibulo-oculaires et les autres avec l'âge. Donc, elle apparaît parallèlement en déclin avec les autres fonctions vouées à la stratégie de la posture. Donc, cette presbytie vestibulaire, c'est le texte légère ou incomplet, généralement, des fonctions vestibulaires par le processus normal du vieillissement. Le terme presbytie vestibulaire a des critères pour être employé, notamment la plus grande société de consensus tout ce qui est vestibulaire, ça s'appelle la Rami Society. Donc, ils font des réunions pour faire des consensus sur les traitements, sur les appellations et tout ce qui relève du vestibulaire. Alors, il faut, pour parler de presbytie vestibulaire, il faut avoir deux critères à la fois, avoir des symptômes vestibulaires et, avec ça, avoir au moins un critère d'hypertension objectivé. Donc,
On a dit tout à l'heure que le capteur de l'équilibre de l'oreille interne va envoyer des informations vers les noyaux vestibulaires et on va ressortir des effecteurs, notamment le réflexe vestibulo-oculaire. Et ce réflexe vestibulo-oculaire, sa principale fonction, c'est de garder l'œil immobile en tournant la tête. Donc, les capteurs de l'équilibre de l'oreille, ils codent tout ce qui est mouvement de la tête et ils vont tout de suite envoyer cet réflexe à 3 neurones très rapide, un mouvement compensatoire de l'œil grâce auquel on peut garder l'œil immobile en tournant la tête. D'accord? Donc, ce réflexe vestibulo-oculaire, il va nous permettre de lire des mouvements de l'œil. C'est le grand signe qu'on observe pour voir le fonctionnement de l'équilibre. Et ce RBO, il y a des mesures qu'on peut faire dans un cabinet spécialisé d'ORL, spécialisé en otorhinolaryngologie. Et grâce à ça, on voit est-ce que le réflexe il marche bien ou pas. Comme la mesure de l'acuité visuelle, tout simplement. Donc, pour parler de vieillissement du système de l'équilibre, il y a des critères spécifiques et des valeurs qu'il faut trouver. La presbytie vestibulaire est associée à une baisse de la cognition, notamment spatiale, et il a été démontré que la presbytie vestibulaire augmente le risque de chute et elle est associée à des difficultés de mener à bien les activités de base. Alors, pour la presbytie vestibulaire, ils ont choisi l'âge de 60 ans. C'est pas un âge avancé, mais on a noté que la détérioration du système vestibulaire, elle commence aux alentours de cet âge-là. Et cette détérioration, elle va affecter les capteurs, les fibres neuronales et les capteurs canalaires et autolytiques. Il faut avoir un moment de connaissance en anatomie de l'homme. Voilà. Donc, il y a des organes qui codent pour les rotations, pour les accélérations verticales, linéaires, et elles vont toutes être affectées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir qu'il y a des affections qui sont beaucoup plus fréquentes chez les sujets âgés, alors qu'elles apparaissent aussi chez les sujets jeunes, mais grâce à ce processus de vieillissement, les sujets âgés sont plus propices à les avoir. Alors, pour nous, le bilan de kinésithérapie en éducation vestibulaire, l'analyse elle est très importante, notamment dans le sujet âgé, parce qu'on va avoir les traitements médicamenteux qu'il prend, parce qu'il y a beaucoup de traitements qui sont vestibuloplégiques ou des traitements myorelaxants, mais il y a parfois des gouttes pour le glaucome peuvent avoir comme effet indésirable des étourdissements. Donc les traitements médicamenteux sont très importants. Il faut savoir le cardiovasculaire. Il faut savoir l'état des lieux, les articulations, les algies, les problèmes articulaires. Tout ça, c'est très important dans notre analyse. Alors, puis on va se concentrer sur les plaintes relatives à l'équilibre ou au vertige. Donc, ces plaintes vont partir des vertiges frais, c'est-à-dire que le patient vous dit que dans des circonstances particulières, il va voir carrément la pièce qui tourne, comme dans un tourbillon, ou bien que ça tourne pas, mais qu'il est instable, chroniquement, ou dans des circonstances plus que d'autres. Donc, en termes de traitement interrogatoire, va déjà nous orienter dans une piste ou dans l'autre, et cet interrogatoire, il va nous amener à faire un bilan plus ou moins complet. On peut s'arrêter au milieu du bilan sans passer partout et on trouve déjà la solution. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas l'oculomotricité. On a dit que dans ce type de kinésithérapie, on va regarder les yeux. Donc les yeux, pas l'acuité visuelle, mais le mouvement de l'œil. Donc on a dit que ce réflexe permet de voir clair et de garder la stabilité de l'image. Donc on va observer beaucoup de choses. À l'œil nu, on va voir la poursuite, comment elle est lisse ou pas. Vous savez, les mouvements oculaires, c'est ce qu'il y a de plus fin. Donc les syndromes cérébraux peuvent se voir d'emblée dans les petits mouvements des yeux. La poursuite n'est pas lisse, elle est un peu saccadée. Quand on fait les mouvements oculaires, il y a une légère dysymétrie. C'est-à-dire l'œil dépasse la cible, puis il revient. Donc ce sont des petits tests et avec l'observation, on apprend à lire ces petits tests qui vont nous orienter plutôt vers un syndrome neurologique ou un syndrome périphérique. Déjà, on part vers les si on trouve une petite dysymétrie, et puis dans les doigts, on trouve quand même la dysymétrie, et on a des risques cardiovasculaires, on est déjà préparé à chercher un truc plutôt cérébelleux, plutôt un accident de la force postérieure que autre chose. Alors, les tests vestibulo-oculaires adaptés, ça
Ça, c'est de l'hyper spécialisé. C'est pour savoir, mais on n'a pas besoin de le faire si on ne fait pas dans l'éducation vestibulaire proprement dit. Alors, oui, il y a le bilan vidéo sur l'estaloscopie. Pourquoi on a besoin de cette fameuse caméra infrarouge? C'est comme la caméra de vidéosurveillance. Elle observe dans le noir, en noir et blanc. D'accord? Pourquoi? Parce que la majorité du mouvement oculaire, le réflexe vestibulaire oculaire, il est présent avec des potentiels de base des deux côtés, comme un avion avec deux ailes. On a une oreille qui tire d'un seul côté et l'autre qui tire de l'autre, d'accord? Donc, le globe oculaire, il est toujours sous tension, d'une part et de l'autre. Et grossièrement, on a 3 plans de chaque côté. Donc, si l'un des plans n'envoie pas de potentiel, il y a une asymétrie. Et le globe oculaire va faire des mouvements, il tombe du côté malade, il revient du côté sain. Comme une pomme qui est sur un plateau avec 2 piliers, si un pilier n'existe pas, la pomme va tomber du côté malade et le cerveau va la faire relever grossièrement. Donc, ces petits mouvements de l'œil sont généralement, quand ils sont d'origine périphérique, d'origine de l'oreille, ils sont fixés quand on a une subvisuelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas observés. Un patient peut avoir une asymétrie de ce réflexe, mais on voit bien à l'œil nu. Si on met l'œil dans le noir, ce mouvement va être vu. D'accord? Donc vous allez voir l'œil qui bouge dans un sens ou dans l'autre, et selon le mouvement de l'œil qu'on va lire, vous allez être orienté vers une pathologie ou une atteinte dans un milieu. Donc, on va voir dans le noir, la tête elle est fixe. L'œil n'est pas supposé bouger quand la tête elle est fixe. Il n'y a pas de mouvement. Et là, vous voyez de petits mouvements vers le haut. C'est pas très. Vous voyez les petites rotations de l'œil. Ça, c'est un canal vertical, grossièrement. Donc, ce mouvement de l'œil, il est noté comme une partition. Est-ce qu'il est au milieu du regard quand on regarde d'un côté? Est-ce qu'il est rotatoire? Est-ce qu'il est horizontal? Est-ce qu'il est vertical pur? Donc, ce mouvement de l'œil, c'est le signe majeur. On a eu une question le matin. Quel est le signe à chercher? Comment savoir est-ce que c'est vestibulaire ou pas? La grande réponse, c'est plutôt les mouvements de l'œil. D'accord? Et après, tout le reste. Donc, après, ils vont venir les fameux tests positionnels. C'est quoi ces tests positionnels? Alors, pour comprendre, il faut avoir une petite idée de l'anatomie de l'oreille. Donc, on a dit qu'on a des capteurs de l'équilibre. Ces capteurs sont grossièrement positionnés. Alors, on a des canaux semi-circulaires. On a que les niveaux à bulle, vous savez, les niveaux à bulle chez les maçons. On a 3 qui comptent pour 3 plans différents. On a le niveau à bulle horizontal et on a 2 verticaux en couple. D'accord? 2 verticaux de ce côté et 2 verticaux de l'autre. D'accord? Donc, ces 3 canaux semi-circulaires, ils sont tous, ils partent tous vers un grand salon qui est le vestibule. Chaque canal semi-circulaire est fermé d'un côté et ouvert de l'autre. La fermeture, c'est l'organe monosensoriel, c'est-à-dire le capteur, il est entre ce canal et le vestibule. D'accord? Donc, on a 3 capteurs qui vont bouger avec le mouvement de liquide dans l'oreille et qui vont coder le mouvement. Et avec ça, on a des capteurs dans ce salon, on a 2 grands capteurs. Il arrive que les capteurs du salon sont tapissés de petits cristaux, les fameux petits cristaux. Donc il arrive que ces cristaux tombent de ce grand salon et vont se balader dans les couloirs, grossièrement. Donc dans ces manœuvres positionnelles, on va avoir des mouvements de ces cristaux qui font bouger le haut de l'oreille, grossièrement, et qui vont faire un mouvement oculaire et une sensation de vertige lors de leur mouvement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Quand le patient vous dit, quand je lève la tête, ça tourne. Quand je me tourne dans mon lit, ça tourne. Quand je me baisse, ça tourne. On va explorer les canaux, canal par canal. On va faire des mouvements de tête dans des plans particuliers. Et dans ce mouvement-là, qui est perpendiculaire avec la gravité, on va voir est-ce qu'il n'y a pas de déplacement de ces autocollés, de ces cristaux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un mouvement oculaire avec une sensation de vertige corrélée qui vont nous dire, oui, il y a un problème dans ce canal-là. Et dans ce cas, dans les positionnels, qu'est-ce qu'on fait? Ça revient à une manœuvre de repositionnement d'une luxation, grossièrement. Donc, on a quelque chose qui est libre, quelque chose qui est mécanique, et on va simplement le faire déplacer ces autocomies pour qu'il
venir dans leur salon, et dans le salon, il y a le mécanisme qui est prêt pour les faire dissoudre et on n'en parle plus. Donc, la recherche de ce fameux VPPB, le vertige positionnel paroxystique bénin, pourquoi on en parle? On le cherche automatiquement dans notre bilan, parce que parfois c'est ça, parfois le patient même dans l'analyse, il ne nous dit pas que ça tourne dans des situations particulières, et pourtant c'est un VPPB, mais il ne sait pas bien exprimer, et surtout parce que c'est très prévalent chez le sujet âgé, vu qu'on a dit la vieillesse, les autocomies elles sont à base de l'abdominoplastie, comme l'os, donc l'ostéoporose, le vieillissement, tous ces autocomies. Donc elles vont se fissurer, elles vont tomber plus souvent, il va y avoir plus de VPPB que chez le sujet âgé. D'accord? Donc ces fameux cristaux sont très fréquents chez le sujet âgé, et de part aussi le vieillissement, parfois ils ne sont pas que ça tourne, ils sont juste qu'il est instable, et pourtant ce sont les autocomies qui se baladent dans les couloirs. Alors, un petit calcul pour vous réveiller. Donc, ça c'est une dame qui a des signes auditifs, qui se plaint de vertige, et la neurologue l'a vue, elle lui a demandé une IRM, et il s'est avéré qu'elle a un petit chevalon. Un chevalon, c'est une petite tumeur bénigne du nerf vestibulaire. D'accord? Donc, et ce n'était pas quelque chose pour lequel on va intervenir, c'était juste pour observer, mais la patiente, elle était symptomatiquement gelée, elle avait beaucoup de vertige, et elle me l'a envoyé pour un petit bilan et peut-être de la rééducation. Donc, puisque je fais le bilan automatique, stéréotypé, je fais toujours la recherche des cristaux automatiques, d'autant plus que dans l'interrogatoire, on me disait que ça tournait, alors qu'un nourrissement, c'est une petite compression qui ne fait pas normalement de vertige, d'accord? Donc, ça c'est le spontané. Elle n'a pratiquement pas grand-chose en spontané, donc la tête elle est fixe, elle n'a pas vraiment spécialement de mouvement de va-et-vient en ressort. Qu'est-ce qui se passe quand je la couche? Alors, on a la tête un peu en arrière, en extension, et qu'est-ce qui se passe? On n'a pratiquement rien, et vous allez observer maintenant quand on va dans le plan du canal postérieur droit, quand on tourne la tête, vous allez voir le mouvement de l'œil, vous allez comprendre que je vous dis, il faut toujours lire les mouvements de l'œil. On patiente un peu parce que c'est un phénomène mécanique, il faut prendre son temps pour rechercher. Là, on a l'air de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voyez dans l'œil? Vous voyez du mouvement rotatoire qui s'augmente, qui devient rapide, vous voyez l'œil qui bouge, et puis ça descend en vitesse. C'est un phénomène décrescendo. Et puis ça s'arrête. C'est le reflet du mouvement des cristaux. Quand il se déplace, l'œil se déplace. Quand il s'arrête, l'œil s'arrête. D'accord? Et de par ça, quand je la relève, il va y avoir exactement le mouvement contraire. Les cristaux vont retomber, ils vont repousser le chemin. Et vous allez voir exactement le mouvement contraire, c'est-à-dire une composante inférieure et une composante proximale horaire. Donc, chez cette dame, on a trouvé des cristaux du côté droit, alors que la tumeur était de gauche, et la tumeur en fin de compte, ce n'était pas symptomatique, ce n'était pas la tumeur qui l'a gênée, mais c'était des cristaux abondants. La découverte de la tumeur était simplement fortuite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce type de patient, un train peut cacher un autre, c'est-à-dire qu'il faut être attentif à l'analyse, il faut toujours faire son bilan complet. Donc on a fait la manœuvre, on a repositionné ces cristaux. Là, c'est la manœuvre de scellement. C'est un vieux film. Donc, là, elle est couchée sur l'épaule gauche. Et vous allez voir exactement le même mouvement de provocation, le premier, c'est-à-dire un torsionnel de bras à composante supérieure. Il est déjà passé. Et c'est bon. Donc ça, c'est le jalon qu'elle a. L'histoire de sa maladie, elle n'a pas d'asymétrie. Ça, ce sont des tests, comme on a dit, on peut objectiver comment fonctionne ce réflexe, on peut l'objectiver sur différentes fréquences, à différentes vitesses. Comme quand on fait l'audiométrie, on fait beaucoup de fréquences. Il explore beaucoup de fréquences pour dire est-ce que l'audition elle est bonne sur plein de fréquences. Aussi pour le vestibule, pour regarder les clips, il y a beaucoup de vitesses qu'on explore. Il y a les vitesses, le réflexe, comment il marche à l'état immobile, comment il marche à moyenne vitesse, comment il marche à très haute vitesse. Donc tout ça, c'est objectivable. Alors, on est venu avec cette patiente.
Et en revue en contrôle, vous allez voir que le mouvement sur l'épaule droite ne déclenche plus rien. Donc il n'y a plus de mouvement de l'œil, il n'y a plus rien. Donc il est guéri de ces cristaux. Il reste le petit problème qui est celui pour l'œil. C'est rapide parce que j'ai déjà vérifié avant, juste pour le film. Alors, revenons à notre bilan. Donc on s'est arrêté un peu on s'est arrêté pour le bilan, pour la recherche du mystérieux professionnel. Là, c'est un petit test qui ne coûte rien sur de la mousse. On va voir les tests neurosensoriels, c'est l'organisation du système de l'équilibre. On a dit que le système de l'équilibre reçoit beaucoup d'informations, la vision, le vestibule, la proprioception, et on peut fausser les informations grossièrement un par un pour voir comment il se débrouille avec le reste. Donc, sur un sol stable, on fait fermer les yeux, puis on fait yeux ouverts sur plan instable, puis yeux fermés sur plan instable. À chaque fois, on diminue une entrée neurosensorielle et on va comment se comporte le patient. Chez cette patiente, par exemple, vous voyez, dès qu'elle ferme les yeux, elle tombe un peu à la gauche. Vous allez voir les yeux ouverts, elle ne tombe pas du tout. Voilà. Là, elle a les yeux ouverts. Vous avez vu, dès qu'elle ferme les yeux, elle part. Ce n'est pas automatique chez tout le monde. Et maintenant, on arrive à la grande partie spécifique. Cette partie-là, on ne va pas faire pour le bilan d'un sujet jeune. Donc, ce sont des tests fonctionnels très intéressants pour le sujet âgé. Ça va vous réveiller parce que ce sont des tests qu'on fait sans matériel et qui sont très intéressants, ils sont validés scientifiquement. D'accord? Donc, les tests fonctionnels, il y en a beaucoup. Beaucoup de tests avec beaucoup de noms, avec beaucoup de scores. Ça existe une infinité. Ce que j'utilise, qui sont très courts, qui sont validés, très sensibles et qui sont excellents pour la pratique de tous les jours. Il y a le bêta-pango test et il y a la station unimodale 5 secondes. On va commencer par la station unimodale 5 secondes. Alors, on va revenir à tout ça. Alors, l'équilibre en unimodale 5 secondes, c'est quoi? C'est qu'on va demander simplement au patient de lever un pied et de se mettre sur un seul pied, de compter 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Tout simplement. Et bien, vous allez voir que chez beaucoup de sujets âgés, il n'y arrive pas. On fait le test 3 fois d'affilée pour essayer. S'il n'arrive pas, s'il ne peut pas tenir sans appui, sans toucher à rien, 5 secondes, c'est très spécifique au risque de chute. C'est-à-dire que vous savez que ce patient-là, il va chuter. D'accord? Parce que ce patient-là, en enjambant, en montant dans le trottoir, il ne peut pas. Dès qu'il va monter dans le trottoir, la marche c'est de l'unipodal alterné. La marche, on a toujours un petit pied, un pied qui se décolle du sol. Imaginez qu'il décolle son pied et qu'il doit parler à quelqu'un ou qu'il a mal jugé la distance. Il est très susceptible de tomber. D'accord? C'est le premier test. Très simple, très facile. Le test unipodal, 5 secondes. Votre test. Le time de bêta-pango test. C'est quoi le time de bêta-pango test? C'est très simple aussi. On a une chaise. On va demander au patient de se lever sans appui, de se lever de la chaise, de faire 3 mètres, un demi-tour, revenir et s'asseoir sur la chaise. Donc, dans ce test, on va chronométrer la vitesse que le patient va prendre. Ok? Alors, si le test est considéré normal, si le temps est inférieur à 14 secondes. Ok? Il est très reproductif, c'est-à-dire que le patient il va avoir le même temps pratiquement, et il est très sensible. Il a été validé. Pourquoi ce test? Je vais vous dire. Parce que la vitesse de la marche, elle est corrélée à la mortalité. C'est pratiquement considéré comme un signal vital. Je vais vous montrer un peu. Alors, si le patient il marche à une vitesse, disons, inférieure à 0,4 mètres par seconde, vous voyez tous les risques qu'il encourt. Tout ça. Donc, alors, c'est que le risque de mort est important. L'impairement fonctionnel est important. Je m'excuse. Voilà, il devrait être très dépendant. La force musculaire des extrémités va être très faible. Donc, la vitesse de la marche, c'est un signe qui est validé pour prédire le risque de chute. Ok? Donc, 2 tests très simples. On va faire un petit résumé à noter, tout simplement. Ça prend 3 secondes. Voilà. 3 minutes. Voilà. Alors,
recommandations de la haute autorité de santé. Alors, le risque de chute, c'est un risque vrai, qui est de plus en plus important, vu que l'évolution de la démographie est vers une plus grande longévité, une plus grande volonté de garder l'autonomie, les seniors sont de plus en plus actifs, donc ce risque de chute, il est de plus en plus présent. Donc si vous voulez, la rééducation du sujet âgé, c'est vraiment une grande partie du futur de l'humanité. D'accord? Alors, la chute, c'est la première cause de décès. La marche, c'est l'activité la plus propice à causer des chutes. Et non pas toutes les chutes sont signalées au médecin. Donc il y a des gens qui chutent et quand c'est bénin, ils n'en parlent pas. Alors, les recommandations, c'est de chercher systématiquement chez toute personne âgée un antécédent de chute dans l'interrogatoire. Lui demander est-ce que vous avez jamais chuté avant. Alors, il faut rechercher les facteurs de risque, notamment s'il n'y a pas des troubles de l'équilibre sous-jacents. Et il faut faire un test d'évaluation de risque de chute à titre systématique pour confirmer l'absence de risque de chute au cours de la consultation de toute personne âgée en cas de chute sans signaler, même si elle apparaît banale ou en présence de facteurs de risque. Alors, vous voyez bien que le time d'étape test, il est validé, il est dans les recommandations et l'appui unipolaire aussi. D'accord? Il y a le test de poussée sternale brève, c'est-à-dire vous mettez le patient debout et vous poussez 3 poussées rapides sternales pour voir ce qu'il tient bien. Et le point un test très facile aussi. Le patient il marche et vous lui parlez et vous voyez s'il s'arrête ou pas. S'il s'arrête pour répondre, il ne peut pas faire le double tâche, c'est-à-dire il est incapable de parler et de marcher. Donc, 4 tests très faciles à faire. Ok? Ok. Quels sont les signes de gravité qu'il faut rechercher aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un dégât physique lors de la chute? Est-ce qu'il a des troubles cardiaques? Et il faut aussi rechercher les facteurs prédictifs de récidive de chute, de rechute. C'est-à-dire, pour s'il a chuté, on fait le time get-up test. S'il est supérieur à 20 secondes, c'est qu'il peut rechuter. On est là à 20 secondes et pas à 14 secondes. C'est encore plus restreint. Et aussi, encore une fois, l'unipolaire. Donc, à partir de ce bilan, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu les signes cliniques observés, donc l'homotricité, les positionnels, la posture via le CTSID, et on a vu les tests fonctionnels spécifiques au sujet âgé. Et là, on va essayer de faire un schéma de rééducation adapté à ce patient. Il faut toujours mettre en tête que la presbytie vestibule ne l'explique pas tout, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la vieillesse, parce que l'âge ne passe pas de la même façon chez tout le monde. Donc, il faut toujours chercher les BPPB, comme on a dit. Il faut toujours chercher s'il n'y a pas un syndrome parkinsonien sous-jacent, un syndrome extra-pyramidal, comme on a dit, des AVC. Tout ça doit être dans la liste de diagnostics différenciés du simple vieillesse du système vestibulaire. Alors, on a fait notre bilan, on a fait notre conduite à tenir en éducation vestibulaire, et puis on commence le traitement qui est fonctionnel symptomatique, sauf si on trouve ces cristaux, où on est remis en place, et si après la manœuvre, le patient va bien et le bilan est normal, on lâche le patient et on ne le prend plus. Ok. Ça, c'est un exemple de vestibulite. Alors, dans ce test, si vous voyez, il y a un schéma des canaux semi-circulaires, ça s'appelle le VHIT, le Video-Head Ghost Test. Donc, vous voyez ici les canaux postérieurs. Grossièrement, les 2 canaux postérieurs là sont rouges. Donc, le réflexe vestibulo-oculaire, grossièrement, pour ne pas faire compliqué, il ne marche pas bien. Alors, les canaux postérieurs sont les canaux qui comptent pour le mouvement de se lever. Donc, disons que le frein pour se lever ne marche pas très bien, que ce soit pour le spinal ou pour le réflexe vestibulo-oculaire. Donc, c'est la première atteinte de l'âge. Donc, comme nous, on ne regarde pas de près en premier pour les yeux, la première atteinte pour les oreilles, c'est le codage du mouvement rapide vers le haut. Et c'est pour ça, ça explique entre autres
la rétropulsion du sujet âgé. Que le sujet âgé, il tend à partir en arrière. Vous savez que le sujet âgé, il tend à tomber en arrière, n'est-ce pas? Donc, une petite séance un exercice de l'éducation pour la rétropulsion. Donc, on a fait un plan incliné en arrière. On est en train d'accentuer cette rétropulsion. Il est en pente. Et là, vous voyez qu'il essaie de se revenir doucement. Vous voyez qu'il part en arrière. Vous voyez, il n'arrive pas, absolument pas. Et ça marche très très rapidement. Je pense qu'au bout de deux séances, n'est-ce pas? Voilà. Et là, il tient, non seulement qu'il tient, là je ne touche pas, hein. Je mets la main pour le sécuriser, mais il y a au moins, je touche un peu, je ne touche pas, je ne donne pas de repère, j'ai la main derrière lui, d'accord? Et là, il fait de petits mouvements de tête, à droite et à gauche. Alors, il fait les ajustements posturaux en déplaçant le centre de gravité en avant. Et là, il tient beaucoup mieux. À la base, il est venu pour un VPPP. On a fait une manœuvre de repositionnement. Au bout du bilan, après repositionnement, on a noté qu'il était quand même instable. Et là, on a commencé à faire quelques séances. Il va de plus en plus mieux. Voilà. Un petit exemple de rétropulsion du sujet âgé. Alors là, vous observez le nystagmus spontané. Donc, vous voyez l'œil qui part spontanément à gauche. Vous voyez des petits mouvements lents vers la droite et on voit un mouvement rapide vers la gauche. Vous voyez ça s'appelle un nystagmus spontané. Spontané parce que la tête elle est immobile et l'œil quand même il part. Ça, c'est le reflet de la symétrie du réflexe vestibulo-oculaire. Dans ce patient, il a eu une destruction de l'oreille droite ciblée, d'accord? Et là, le réflexe vestibulo-oculaire à droite ne marche pas. Et vous voyez, je m'excuse, l'œil qui part à droite et une secousse de rattrapage vers la gauche. Donc ça s'appelle un nystagmus spontané, c'est le reflet de la symétrie vestibulaire. Donc, ce patient aussi, il a une destruction, cette fois gauche. Le réflexe vestibulo-oculaire ne marche pas à gauche. Vous allez voir quand ils tournent à gauche, qu'est-ce qu'ils sont? L'image bascule. Qu'est-ce qu'il voit, celui-là? Je vais vous... Alors, pour lui, normalement, quand on tourne la tête à droite et à gauche, l'information parvient. Quand on bouge la tête, il y a l'information qui parvient à l'œil pour qu'il reste là. Quand on bouge là, l'œil, il est informé, il reste là. Pour lui, quand il bouge la tête, l'œil part avec lui. Et puis, il revient. Donc, pour lui, l'image qui était là, elle va tout de suite avec lui dans l'autre sens. Et c'est un traumatisme pour le cerveau parce qu'il emporte la pièce avec lui, en fait, à chaque mouvement. C'est une destruction unilatérale fraîche. Et là, vous voyez, alors, il essaie de tourner, de travailler une autre stratégie. Là, il tourne doucement. Voilà. Il fait avec le cran. Je vais vous refaire. Voilà. Vous voyez comme il a eu peur. Il a tourné d'un coup, comme d'habitude. Et une fois qu'on a commencé la rééducation très très rapidement, il va récupérer. Il va récupérer parce qu'il va développer des stratégies de compensation qui vont faire que même si le capteur ne marche pas, l'œil il va quand même faire des mouvements compensatoires autour du mouvement pour ne pas plus avoir cette bascule de la chaîne des... Là, vous voyez, sa verticale est tombe à gauche parce que le réflexe vestibulo-spinal il est asymétrique. Et c'est pour ça que les patients qui ont les vertiges, ils vous disent j'ai mal à la nuque. Parce qu'en fait, ils ont des contractures unilatérales parce que le réflexe vestibulo-spinal il est asymétrique. Il a la nuque qui est tirée d'un côté. D'accord? Alors ça, on a dit le time guet-apens, ça commence par la chaise. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à se décoller de la chaise de nez. D'accord? Donc ce patient, vous voyez la difficulté qu'il a. Vous allez revoir. Je m'excuse, voilà. La difficulté qu'il a simplement pour tenir en équilibre en sortant de la chaise. Avant, il ne pouvait même pas se lever de la chaise. Celui-là, par exemple, il a les deux vestibules détruits. Il a eu un médicament, une antibiothérapie à base de Ventolin qui est autotoxique des deux côtés. Donc les deux vestibules des deux côtés ne marchent pas. En regardant marcher avec un établissement de polygone, on dirait un cérébellum. Mais ce n'est pas un cérébellum du tout, c'est simplement qu'il a besoin de plus d'informations proprioceptives. Ce même patient, vous voyez, comme c'est difficile pour lui, mais il arrive doucement.
D'accord? Donc, grossièrement, le sujet âgé. Donc, la presbytie vestibulaire, elle est vraie. Le vieillissement du système vestibulaire, il a des conséquences. Alors, si ça tourne, si c'est un vertige vrai, il faut explorer parce que ça peut être des cristaux, ça peut être autre chose. Si ce sont des instabilités, avec des instabilités glucotypes, de rétropulsion, des instabilités de la presbyastasie, c'est-à-dire plurimodale, un peu de vision, un peu d'articulaire, donc en corrigeant les unipodales, parce que l'unipodal, ça se corrige avec les répétitions. Si on n'a pas vraiment de contrainte articulaire qui fait que c'est impossible, en travaillant l'unipodal, en travaillant les muscles, donc ça peut s'améliorer rapidement. Donc déjà, on a un terrain à travailler, la rétropulsion, on la travaille, la vitesse de la marche, il faut la travailler, la longueur du pas, il faut la travailler, et les mouvements, et vous allez maintenant comprendre que le renforcement musculaire, c'est bien, mais aussi travailler debout, travailler en combinant des mouvements de tête, en combinant des mouvements de tronc, des ajustements posturaux sur des sols plus ou moins adaptés. Tout ça, c'est très important pour le sujet âgé aussi. Ok? Donc, ça, c'est les stratégies. Parfois, on a besoin de matériel spécifique pour des cas spécifiques, mais ce n'est pas automatique. Par exemple, des stimulations de ce genre, en réalité virtuelle. Et le maintien d'une activité sportive régulière est primordial pour préserver les acquis. Donc, pour préserver ce qu'on a, il faut toujours entretenir. Donc, j'espère qu'on sera tous très heureux en vieillissant, parce que c'est là où on va, et j'espère qu'on sera tous très bien pris en charge. Alors, je remercie Madame Zénab et je remercie beaucoup parce que vraiment c'était très intéressant ce que vous avez montré. Et on passe, donc, si vous avez des questions à poser. Sofiane? Ah, d'accord. Ah oui. Je vous remercie pour la présentation. Je voulais juste vous éclaircir parce qu'en tant qu'utilisateur, on ne peut pas tout maîtriser. On se pose des questions. Alors, pour la mobilisation des liquides, que signifie, non, déjà, avant ça, que signifie la symétrie de l'œil par rapport à l'autre dans l'oculomotricité? Il y a des fois c'est-à-dire un œil qui ne suit pas. Alors, je réponds après. Oui, s'il vous plaît. Et la deuxième, qu'il est la. C'est-à-dire, déjà, ça, est-ce que ce n'est pas un problème de posturologie? Très bien. La deuxième question, quelle relation y a-t-il dans le traitement des vertiges par la mobilisation des liquides de l'oreille interne? D'ailleurs, qui donne de bons résultats, parce que j'en ai fait l'expérience pour moi-même, j'étais malade. D'excellents résultats. Oui, ça fait une séance, ça m'a remis. Mais ce test-là, cette mobilisation, est-ce que c'est un test de diagnostic ou de traitement ou les deux? Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, pour la première question, cette asymétrie oculaire, je crois qu'elle est venue dans la présentation ce matin. Alors, je vais répondre et puis je vais céder la parole. Peut-être qu'elle voudrait dire quelque chose par là. Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'au début, le mouvement oculaire est conjugué. On ne peut pas bouger un œil vers la droite et l'autre vers la gauche. Donc, il faut toujours garder en tête que le mouvement oculaire doit être conjugué. Quand on part à droite, les deux yeux vont partir à droite. Quand on part à gauche, les deux yeux vont partir à gauche. D'accord. Alors, si on dit qu'il y a une asymétrie du regard, une asymétrie du regard horizontale, c'est-à-dire spontanément quand vous regardez le patient, vous notez qu'il y a un œil qui n'est pas aussi centré que l'autre. Ça peut être simplement un problème
de strabisme, un problème purement musculaire du ressort de l'ophtalmologue ou de l'orthoptiste, c'est pas de notre ressort. De deux, on peut noter des asymétries verticales aussi. Ça peut être du ressort de l'orthoptiste ou de l'ophtalmo, ça peut être une petite parésie musculaire, ou ça peut être un signe de centralité. Je m'intéresse aux deux. Comment je m'intéresse aux deux? Quand je vois un patient qui a le regard horizontal asymétrique, alors je fais les poursuites. S'il n'y a pas de paralysie oculaire, c'est-à-dire que le 6 il marche, le 3 il marche, l'œil ne s'arrête pas à un moment donné, donc il y a beaucoup de troubles neurologiques. Il faut avoir quelques prérequis pour ça. D'accord? Donc, je vois qu'il n'y a pas de paralysie, c'est-à-dire les muscles marchent. Mais, par exemple, en convergeant, en faisant le mouvement de convergence, où les yeux sont supposés se rapprocher, il y a un qui converge beaucoup mieux que l'autre. Là, je l'envoie en orthopsie parce que c'est un certain problème de convergence qui peut donner quelques céphalées, une fatigue sur écran, mais qui ne peut en aucun cas occasionner de vertige. D'accord? Ça de 1. De 2, si j'ai un problème d'asymétrie verticale, il y a le test de Slew, donc on cache à l'œil, si ça se corrige, ça peut être neurologique. D'accord? Donc c'est encore du ressort du neurologue. Ça, c'est pour tout ce qui est asymétrie oculaire. D'accord? Donc, pour tout ce qui est vestibulaire, le mot asymétrie oculaire, peut-être asymétrie du réflexe vestibulo-oculaire, mais le mot asymétrie oculaire, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour ça. D'accord? De deux, on avait parlé de tout ce qui est posturologie. Alors, tout ce qui est posturologie, c'est du statique. La posturologie, c'est comment on se tient quand on ne bouge pas, n'est-ce pas? Donc, c'est le statokinésiogramme, c'est le centre de gravité, c'est les oscillations devant, arrière, droite, gauche, mais ce n'est pas la dynamique. Le vestibule, c'est la posturologie en dynamique. D'accord? Donc, il se peut que le patient il a un problème postural statique, hein, mais il peut se rajouter un problème vestibulaire. D'accord? Donc, on explore le vestibulaire et on voit est-ce que le trouble qu'il a, c'est simplement un trouble de sa vie, par une simple scoliose, un truc postural, ou il y a un problème vestibulaire, des instabilités. Comme on a dit, tout ce qui est vestibulaire, ça se calcule, ça se mesure. Donc, le réflexe vestibulo-oculaire, ça se mesure. Il y a des mesures qui vont nous dire est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, est-ce que ce problème vient du vestibule ou pas. Il y a des signes qu'on relève. D'accord? De 3, ce déplacement des liquides, alors, comme on a dit, il y en a un gyroscope et un accéléromètre. Le gyroscope, c'est tout ce qui est codage des rotations. Donc, c'est un os semi-circulaire. Quand vous avez un tuyau avec de l'eau, quand vous bougez, l'eau il va bouger dans le sens contraire. Quand vous bougez, vous voyez la bulle qui bouge. D'accord? Donc, tout mouvement fait bouger le liquide de l'oreille. D'accord? Donc, les mouvements de la tête font bouger le liquide font bouger le liquide de l'oreille. Maintenant, si la tête elle est immobile et le patient ressent un vertige, alors que la tête elle ne bouge pas, qu'est-ce qui fait bouger ce liquide? En fait, ce sont de petits cailloux, grossièrement, qui tombent dans ce liquide et qui font une petite onde liquidienne. D'accord? Ok? Donc, quand on a ces cristaux qui se baladent dans ce liquide, à chaque mouvement, ils vont, avec un tout petit temps de latence, se déplacer. Comme si on a au fond d'une bouteille quelques cristaux, quelques cailloux. Quand on bouge la bouteille, ils vont bouger. Puis ils vont s'arrêter parce qu'il n'y a plus d'angle où ils vont bouger. Et pendant ce mouvement-là, le liquide il bouge et on a une impression que ça tourne. On a une impression comme si on tourne la tête. Alors qu'on ne tourne pas la tête, ce sont des petits cristaux qui bougent le liquide de l'oreille. Et dans ce cas-là, quand on a un caillou dans la chaussure, quand on prend un traitement médical, on va soulager un peu la douleur. D'accord? Mais quand on enlève la chaussure et on enlève le caillou, on n'a plus de problème. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on enlève le caillou. On sait où il est coincé, on fait des mouvements pour le faire sortir de ce petit couloir pour qu'il revienne dans le grand salon. Et dans le grand salon, il y a des mécanismes d'absorption des cellules cendres qui font que ces autocomies vont être dissoutes grossièrement et ils ne vont plus repartir dans le couloir. D'accord?
Donc, dès que le couloir il est seulement rempli de liquide, il n'y a plus de cailloux qui bougent, le patient il est asymptomatique. Ok. Est-ce que j'ai répondu à la question? Il reste une question que. Alors, oui. Alors, comme on a dit, quand les cailloux bougent, d'ailleurs, pour les trouver, où est-ce qu'ils sont? Parce qu'on a 3 canaux de ce côté, 3 canaux de l'autre, n'est-ce pas? On ne peut pas savoir. Et ils n'apparaissent pas dans l'IRM, ils n'apparaissent pas dans le scanner. Ils sont trop petits. Ils n'apparaissent que quand ils font bouger le liquide, on lit le mouvement de l'œil, concomitant, et on sait qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il se déplace. S'il se déplace dans un canal latéral, il va nous donner un nystagmus horizontal. Et s'il se déplace dans ce sens, en pulipé, il sera droit. S'il est en pulipige, il sera à gauche, pour un canal latéral droit. D'accord? S'ils sont coincés dans un canal postérieur, s'ils sont en pulipige, à ce moment-là, ils sont excitateurs, on va avoir un nystagmus torsionné supérieur. S'ils sont en pulipé, donc le mouvement de caillou, il est tout de suite lu dans le mouvement de l'œil. Et pendant ce bref moment, comme on a vu chez Swansdal, ce mouvement oculaire rapide, on sait exactement où il est en train de se déplacer et on fait le mouvement adéquat pour le faire sortir de là. C'est-à-dire pour les cristaux, on ne peut pas manipuler à tort et à travers. C'est vrai qu'en manipulant à tort et à travers, vous imaginez une bouteille remplie d'eau avec des cristaux, avec de la boue, qui est assez lourde. Si vous bougez la bouteille à tort et à travers, c'est vrai que la boue elle va être plus légère. Le patient il va partir avec un léger nœud. Il dit bon, ça ne tombe pas aussi qu'avant. Parce que c'est un peu délité. D'accord? Mais le risque, c'est qu'on peut le déliter dans les autres canaux, parce qu'ils communiquent. Et au lieu d'avoir un seul canal, on va avoir 2 ou 3 canaux atteints. D'accord? Et puis ça peut revenir, la macule elle est très sensible. Donc tout ça on ne peut pas. Il faut observer où est le caillou, grossièrement, faire la manœuvre adaptée, comme une épaule luxée qu'on va remettre en place et on ne tardons plus. Seulement chez les sujets âgés, il y a le risque de récidive, parce qu'avec le vieillissement, ces autocommunes, même celles qu'on a libérées, il se peut qu'après un moment, d'autres tombent. D'accord? Donc c'est pas grave si après un moment, il vous dit, c'est revenu, vous voyez, si vous avez un canal, un autre, et vous faites comme un autre. Ok? Donc même en guérissant, même en faisant la manœuvre, vous allez ressentir un vertige lors de la manœuvre parce que c'est quand même un déplacement dans le bon sens. Voilà. Madame Zelle, juste la troisième question, si j'ai bien compris, lorsque vous avez un problème des otolithes qui ne bougent pas dans le liquide gélatineux, et vous voulez dire le test que vous avez fait, est-ce que c'est seulement un test ou alors ça pourrait être thérapeutique aussi? Voilà ce que vous voulez dire. Lorsque